Allez, faut que je me prépare pour l'interview. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais... Pourquoi tu veux faire ça? Hé, tu vas parler Fais-la, de toi. moi? J'aimerais y participer. Ça me permettrait de tendre un piège à Non, Batman. On n'est pas là pour Est-ce que tu as ça. besoin de l'aide de Gyoko? En bas, en bas. Oubi, oubi. Oui, le Marsu, je sais que Tu tu es vas là. leur dire que je suis le plus mignon petit chat Oui, du monde? oui, je vais le faire. Et tu vas leur dire aussi que je fais les meilleures pizzas, hein? Oui, Vito. Et moi, Jenkumpog, je suis le meilleur mécanicien réparateur de vaisseaux. Oui, Jenkumpog. Attention, entrée en scène dans 5 secondes. Merci, Scooter. 5, Rajoute pas du stress. N'oubliez pas, disciple, de parler de mes inventions. Oui, Léonard, bien sûr. Hey, si t'as un problème, moi, Tank Dempsey, je peux le résoudre. Non, pas la peine, Tank. Là, on se calme. Oh bah si tu le prends comme ça, Clank et moi, on va plier nos cannes et on retourne au vaisseau. Ratchet. Je suis Saïdjara. Bon, vous savez que vous commencez à me torturer sévèrement, là. tu hein. sais, moi, quand je suis stressé, eh ben, je lis une bande dessinée de Falfatrax. Je sais, Nerdy, mais on n'est pas tous pareils. Je voudrais préparer... déjà participé à ces jeux avant. Ah bah, il manquait plus que lui. Bon, alors, toi, déjà, je t'ai écrit et je t'ai dirigé, mais tu n'es pas moi. C'est Constantin qui... Eh oui, c'est moi la voix de Seung-Jun. Désolé. Mais vous pouvez pas sortir de moi à un moment donné et arrêter... On peut pas sortir de toi, parce qu'on est tous toi. Ah oui, c'est vrai que... Bah oui. Je crois que je suis en train de devenir totalement schizophrène, moi. Oui, et donc elle commence cette interview. Et maintenant, place à l'invité du jour. C'est un honneur de le recevoir. Aujourd'hui, on reçoit un comédien, directeur artistique, adaptateur, metteur en scène, une carrière riche, exigeante, traversée par une seule obsession, la sincérité. Bonjour Max Saez, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Toujours un plaisir d'échanger. Et ça va être un vrai parcours. Aujourd'hui, vous êtes né le 25 novembre 67 à Marseille, une ville très vivante artistiquement. Très tôt, à seulement 15 ans, vous faites de la radio sur des stations locales et vous êtes même repéré par RMC. Mais vous refusez. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous diriez que ce refus a été votre premier vrai acte artistique? Celui de ne pas vouloir vous installer, mais plutôt chercher. Ouais, c'est une très bonne question. J'ai un côté rebelle. Je fuis tout ce qui est des choses qui sont les choses installées, artistiquement en tout cas. Voilà, c'est des choses que j'ai pu dire déjà. Je fuis le fonctionnariat de l'art. C'est-à-dire si je fais quelque chose dans lequel au bout d'un moment je m'étiole, je passe à autre chose parce que j'ai besoin de. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de. Enfin, si je raconte une histoire, par exemple, je fais un court métrage. Si je fais un court métrage, bah, l'histoire c'est l'histoire du court qui est racontée. Si je dois faire autre chose, je ferai pas un long métrage du court métrage. Pour moi, l'histoire elle est racontée. Et oui, ça a été un choix qui a été fort à l'époque parce que moi j'étais un gamin qui venait des quartiers nord de Marseille avec des parents pas du tout dans ce milieu avec vraiment des gens qui avaient trop d'argent qui étaient et moi j'ai l'artistique a été ma bouée de secours. Ouais. Le culturel m'a permis de nager plus loin quoi, voilà, c'est-à-dire que sinon je serais resté dans la cité, j'aurais fait que des conneries mais c'est la lecture aussi qui m'a sauvé au départ. J'ai commencé par les comics, ensuite j'ai commencé à lire Victor Hugo, que j'ai trouvé tellement dense, tellement fort, puis il y avait un côté mystique qui m'intéressait, et puis après Shakespeare, c'est très riche, il y a plein de choses, donc j'avais envie d'aller vers le culturel en tout cas. C'est vrai que ce qui a été pas mal à l'époque, c'était l'époque des radios libres, tu pouvais avoir des petites radios de quartier, tu vois, mais ça permettait déjà de faire des maquettes. Des maquettes, bah moi c'est ce qui s'est passé, ça m'a servi ensuite à démarcher des radios plus importantes, jusqu'à un moment donné, oui, arriver à passer les auditions pour Radio Monte-Carlo, aller à Monaco, et à l'époque, je leur ai posé la question, j'aurais dit, mais est-ce que voilà, vous êtes pris, vous êtes content si j'avais 20 ans, 21 ans, quoi. Et j'ai dit, oui, mais est-ce que je peux passer les castings quand même, si jamais il y a des essais ou des en tournage ils m'ont fait, ah non. Alors, ils avaient aussi Radio Nostalgie à l'époque, ils disaient, on va vous mettre sur Nostalgie pendant un an, et puis ensuite on vous mettra à l'antenne de Radio Monte-Carlo, vous êtes animateur grandes ondes. Et j'ai fait, ouais, mais non, mais moi, si je peux pas passer des essais des tournages, il faut dire que j'avais commencé à goûter à ça, j'avais commencé à faire un premier film, je faisais du théâtre,
théâtre, t'es passé par le conservatoire, donc je voulais pas abandonner ça. Et puis il y avait cette dualité toujours. C'était assez rigolo parce que quand je faisais de la radio, si tu veux, à l'époque, t'avais ces tics de voix. Et maintenant, le dernier cool in the gang. C'est trop ça. En fait, tu modulais ta voix déjà, c'était pas ta voix naturelle, c'est pas comme je te parle là, par exemple. Alors que le conservatoire, c'était ça, c'était la recherche d'une identité qui est toi, avec ta voix, et ensuite, partant de toi, d'interpréter des personnages différents. Donc, du coup, t'apprends, en fait, moi, le travail de la voix et tout ça, je l'ai appris très très vite, en disant, ah ouais, mais du coup, tu comprends que, ok, alors je module des trucs là, ça c'est la radio, ça c'est... Et puis du coup, mais je peux faire des choses différentes avec ma voix. Donc voilà, c'était les prémices de ce que j'allais choisir, si tu veux, comme chemin artistique. Et si on parle de l'art, parce que vous avez cette phrase très forte, j'ai fui ce que j'appelais le fonctionnariat de l'art. Est-ce que cette peur de la routine, de la répétition, elle vous accompagne justement encore aujourd'hui dans votre travail? Oui, toujours, et ça rejoint c'est l'exigence, quoi. Brel, il le disait aussi, il disait que si tu veux, c'est quand on parle de talent, c'est une base, c'est une graine, mais je veux dire, mais si tu la cultives pas, c'est du travail aussi derrière. Moi, je fuis ce qui est l'installation de quelque chose qui devient une routine et un fonctionnariat, oui, même que ce soit en doublage, que ce soit ailleurs. C'est-à-dire, si quand j'arrive sur un doublage, je me mets juste à la barre et que, allez, je fais non, bah vas-y, c'est bon, je l'ai vu, j'enquille, et que je balance du texte, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vivre des choses et de les faire vivre aux gens. Donc, du coup, je me mets un degré d'exigence qui fait que j'essaie d'être alerte tout le temps et de me dire, quand je viens à la barre, mais il y a un mec qui l'a joué ou c'est un personnage dans lequel il faut mettre une énergie. Il y a une exigence, soit de créateurs qui ont fait le dessin animé, soit d'un comédien qui a vachement travaillé pour arriver à cette exigence dans son rôle. Donc moi, je ne peux pas arriver comme un fonctionnaire et dire ouais, non, c'est bon, je vais le remplir, parce que lui, il a déjà fait le travail. Non, ça demande aussi déjà de se mettre au niveau de la personne et deux, d'en mettre un petit peu plus pour que ça traverse. Et on voit la différence. Par exemple, quand c'est les doublages, tu vois les bons, les mauvais doublages. Un bon doublage, c'est celui qui va te faire vivre des sensations fortes. Et c'est pareil pour le jeu au cinéma, c'est pareil pour le théâtre. Il y a aussi des fonctionnaires du théâtre, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent faire du théâtre aussi pour le doublage, pour justement travailler cette technicité-là. C'est essentiel. Enfin, c'est essentiel de faire. Enfin, le doublage, j'ai pas choisi de faire ça au départ. C'était une branche du métier. Donc, ça m'intéressait d'apprendre une technique comme la radio était une branche du métier, comme voilà, toutes ces branches de l'art qui font cet immense arbre artistique qui fait qu'on a tous possibilité de prendre des chemins différents, de rester sur une branche si on veut, mais voilà, moi je voulais être l'arbre entier avec toutes les branches. Et au théâtre par exemple, il y a des gens qui sont contents, ils jouent tous les jours, ils jouent tous les soirs, mais des fois ils oublient d'être dans l'œil de leur camarade en face, ils oublient, tu vois, il y a des éléments qui vont venir, c'est en ça que le théâtre vivant est super, perturber peut-être une représentation parce que quelque chose va changer, le mec d'en face il va oublier ou la nana va oublier son texte, mais tu rattrapes la personne, ça crée ce moment magique. Moi j'aime ça, j'aime l'imprévisible. Cette complicité, oui. Et puis cette complicité, tu peux pas, et que ce soit en doublage ou ailleurs, sur un plateau de ciné, sur un plateau de théâtre, t'as ton texte que t'as appris, c'est la base, c'est le minimum. Le reste, faut que tu fasses vivre. Faut que tu fasses vivre une situation. Est-ce qu'au moment où il joue cette scène, il vient de rompre? Ou est-ce qu'à ce moment-là, il est malade, il vient de l'apprendre? Est-ce qu'il est très content, mais il peut pas le dire, il vient de gagner au loto, le mec? Enfin, il y a plein d'éléments qui font que tu vas nourrir ton personnage et faire, moi, cette vie et ces choses-là, c'est ça qui m'intéresse, cette recherche-là, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est juste être toi-même à l'image, t'arrives, tu fais ton truc, tu parles que de toi et c'est toi, bon, ça m'intéresse pas, quoi. Et alors, vous faites vos premières expériences devant la caméra, notamment avec Philippe Carrez, j'y pense. Oui. Puis arrive un tournage important, Le Grand Pardon 2. J'ai l'impression que ça grouille sur le port, faut se dépêcher, il y a peut-être des types d'élargos. Là, t'excites pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait de mal? On est venu manger une petite soupe sympa. Est-ce que vous vous souvenez un moment où vous vous êtes dit, ok, là, ça devient sérieux? On va dire que c'est pas en ces termes-là. Enfin, j'aime bien, pour regarder où on va, c'est intéressant de regarder d'où on vient, oui. Tu vois, et de regarder derrière et de voir le parcours. Et quand je suis parti de Marseille, si je redescendais, c'était un échec. Donc j'avais un devoir de réussite, parce que d'un coup, tu peux pas refuser un poste où à l'époque, tu gagnes l'équivalent de 4 000 € par mois, si on te, voilà, et où tu dis, bah non, je veux pas ça, et tu parles avec l'équivalent de 1 000 € en poche, de ce que tu as mis un peu de côté, dans l'inconnu. Moi, c'était ce choix-là que j'ai fait, je suis parti dans l'inconnu, mais j'avais, par exemple, tu vois, Philippe Carrez, moi, c'est mon
c'est mon papa d'image. Moi, j'étais auditeur au conservatoire. C'est auditeur si tu n'es pas encore élève. Tu ne passes pas les concours en fin d'année, mais tu as exactement la même formation. Tu fais des cours, tu fais des exercices, etc. J'ai commencé en tant qu'auditeur et après j'ai été élève et j'ai eu mes diplômes et tout ça. Mais quand j'étais auditeur, Philippe Carrez est venu au conservatoire chercher des élèves pour faire passer une audition pour un film qui s'appelait La Guerre des Rocs, où il cherchait un petit mec de banlieue marseillaise qui était un petit con, quoi, raciste et tout, machin. Moi, je venais des quartiers nord et tout ça, je connaissais ces violences-là. Et je suis, alors que je n'étais pas élève du conservatoire encore, et que c'était on va dire, ma première expérience professionnelle, en tout cas de tournage, c'est moi qui ai été pris. Et puis ça m'a beaucoup plu. Philippe, je suis devenu un peu son comédien fétiche. Et Philippe croyait fort en la délocalisation, et il avait raison. Il dit, on a tout à Marseille pour faire des tournages, il y a le soleil, les gens sont sympas, il y a des studios et tout. Donc lui, il n'est pas monté. Il a fait ce choix-là. Et quand il est resté, Philippe, il avait besoin de remonter une équipe. Donc, il a remonté une équipe de bras cassés. On s'est appelé les Bus Associés. Et on faisait des tas de détournements. On intervenait dans des émissions, on faisait des tas de sketchs. Et moi, ça a été hyper formateur pour moi. Donc, si tu veux, j'ai accumulé tout ça. Et j'avais tourné notamment dans un film de Philippe qui s'appelait Le Raja des Mers, où je jouais en fait le neveu de François Leccia, qui est un acteur corse d'origine, qui avait bossé avec De Funès et tout. Un super comédien avec une super belle gueule. Et François, il m'avait dit, écoute, moi, en plus, t'as pas d'accent marseillais. Moi, si tu montes à Paris un jour, bah, monte de ma part et je te permettrai d'assister, si tu veux, à des plateaux de doublage si ça t'intéresse. Donc, j'avais voilà, cette perspective de me dire, j'aurais toujours une possibilité. Et quand je suis monté, j'ai été confronté à la réalité de la vie. Bah, je me suis trouvé une chambre de bonne comme j'ai pu, qui faisait tout juste 6 mètres carrés. Je me tapais la tête sur les plafonds et tout. Et à cette époque, j'ai fait du gardiennage à Fun Radio. Donc c'était le paradoxe d'un mec qui peut être d'un coup animateur grande onde. J'avais rencontré un mec qui était venu bosser au crayon pour apprendre à faire du service, cuisine et autres, etc. parce qu'il devait bosser à Felden en Autriche. Et donc il était là, le mec, il faisait des stages là-bas et qui m'avait dit un été, bah tu veux pas venir faire barman? Je dis ouais, je travaillais pas, tu vois, c'est au bord d'un lac à Felden et tout. Et je vais faire ça pendant un mois. Enfin, je pars en me disant je vais faire ça, en attendant d'avoir des castings et des choses. Et au moment où je commence à faire ça, j'ai Shula Siegfried qui me passe un coup de fil. Marc Salès, nous ne nous connaissons pas, vous êtes formidables, il faut absolument qu'on se rencontre. Et voyons-nous tel jour. Putain, moi au départ je pouvais pas, j'étais donc à mon copain, je lui ai dit écoute, putain, faut que je reparte. Il me dit non, mais vas-y, c'est plus important pour toi. Et je suis remonté, et Shula m'a dit, toujours, me dit, bon, Marc, je suis ravi de vous rencontrer, vous êtes un acteur exceptionnel. Mais alors, bon, vous n'êtes pas beau, mais vous n'êtes pas laid. Vous avez beaucoup de charme et du charisme, et vous êtes un acteur de composition. Moi, j'adore ça. Mais en France, moins. En plus, vous perdez vos cheveux, donc ça va être compliqué. Il me dit putain, je me suis fait défoncer en 2 quoi. En fait, elle m'appelle, mais c'est pour me tailler, quoi. Ah ouais, et elle dit mais je vous adore et on va travailler ensemble. Et partant de là, elle m'a appelé sur plein de castings. Et un jour, moi, je vois passer une annonce du Grand Pardon 2. Et je lui dis écoute, Shula, là, il y a un, on m'a tout le temps filé des mafieux ou des mecs qui au départ sont super sympas, puis ils vont te péter une bouteille sur la gueule. Et elle me dit écoute, je vais voir. Et elle appelle Arcadie, et Arcadie voulait pas me rencontrer parce qu'il voulait prendre à l'époque Yvan Attal ou un acteur américain. C'était pour jouer le chauffeur et garde du corps de Richard Berry. Et elle insiste, et elle lui dit écoute, vraiment, tu devrais le rencontrer, il va te faire penser à Bakri jeune et tout. Bon. Et Arcadie dit bon, bah, ok. Donc, je vais à cette rencontre, et j'arrive dans le bureau d'Arcadie, je me rappellerai toujours, il était au téléphone, il me fait genre, assieds-toi. Et je m'assois, et pendant qu'il téléphonait, il me jaugeait comme ça. Il me regardait, tu vois, il passait, il allait, il venait, il a pris mon CV, il le relisait. Et moi, j'étais comme ça, et je le regardais passer là, et tout, je disais rien, bon voilà. Et il raccroche, il dit bon voilà mon grand, alors je t'explique, c'est pour faire le chauffeur et garde du corps de Richard, c'est 3 mois et demi de tournage à Miami, j'ai vu que tu avais fait des arts martiaux, tu peux, ouais, pas de souci, tu peux faire sur des scènes et tout, ouais, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, d'accord. Il me dit bah écoute, très bien, bah, pour moi c'est bon, tiens, voilà le scénar, et il me met le scénar comme ça sur la table, wow. Voilà, tu lis et tu me dis pour toi si c'est bon, mais si tu veux, mais moi, le mec, chambre de bonne, quoi. J'étais bien placé, hein, mais 8e étage, sans ascenseur, tout petit truc où je me tapais la tête, machin. Mec qui fait du gardiennage à fun, machin, on te dit 3 mois et demi, hein. Et je joue mon personnage, c'est-à-dire que je file le scénar, je prends le scénar, je lui fais ok, bah je vais lire et je vous dis. Dans la tête, c'est ouais, non, c'est bon, j'y vais. Mais, bon. Mais dans la tête, c'était.
Tu vois. Et ça m'a permis d'avoir ma première carte gold en bluffant à ma banque, ce qui m'assurait, tu vois, moi je calculais step by step, je me disais putain, si j'ai une carte gold, je peux avoir un découvert plus grand. Et j'avais pas de quoi avoir une carte gold à l'époque vraiment. Et, mais j'arrive et je leur mets le contrat, je fais ouais voilà, je vais partir tourner aux États-Unis. C'est le même personnage avec la je vais partir aux États-Unis là, 3 mois et demi, il me faut absolument une carte gold et tout. Je suis plus Marseille, je suis mon personnage en fait. Oui, c'est ça. Ouais, parce que là, je vais bosser, c'est un truc sérieux quand même, voilà. Et, j'ai un peu et l'habitude. du coup, j'avais mon découvert autorisé et ma carte gold, et c'était, oh putain, mais c'était génial pour moi, quoi. Et du coup, c'était, si tu veux, c'était une étape de plus qui me faisait avancer vers le fait que je me disais, je suis sauvé, je redescends pas à Marseille. Je suis en train peut-être de commencer mon rêve et de commencer à vivre du métier que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, il y a une réalisation qui se fait en fait. Hein. Oui, et comme quoi tout ce qu'on fait peut, face à une incidence ou peut te servir un jour. Moi, je m'amusais quand j'étais gamin à faire tourner les pistolets, tu sais, comme ça dans tous les sens. Mais quand je me suis retrouvé sur ce tournage, j'ai une scène à un moment donné où il y a un mec qu'on va buter dans une arène. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu vois, je tourne autour de lui et pendant que je parle, je faisais tourner le flingue. Et en fait, c'est Paolo Barzman, le réalisateur que j'adore, avec qui on a fait plusieurs choses aussi. Paolo qui me dit ah putain, c'est génial ton truc là, vas-y fais-moi ça, fais-le. Ok. Et donc, je fais un truc, je faisais tourner le flingue dans tous les sens. Puis à la fin, le mec fait qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Ben, une fois que j'ai arrêté de le faire tourner, je faisais c'est pour toi. On va parler un petit peu du doublage, Marc. Vous devenez la voix régulière de nombreux acteurs. Naveen Andrew, James Nesbitt, Gerard Butler à ses débuts notamment, Michael Kelly, ça fait beaucoup de noms. Quand vous doublez un acteur sur plusieurs projets, est-ce que vous développez une forme d'intimité avec lui? Forcément. Il y a des il y a certains acteurs avec lesquels c'est vraiment fusionnel, c'est-à-dire que et où c'est d'une facilité absolue, en ce sens que tu te dis mais j'aurais pu le tourner. Enfin, ce qu'il fait, je le comprends mais tellement. Donc du coup, tu es extrêmement à l'aise, voilà, donc tu rentres tout de suite dans la respiration et d'autres où il faut aller chercher des choses, il faut mettre la part de toi en sensibilité, la part de toi, en tout cas sur des émotions à un moment qui doivent être vraies tout le temps. Et donc du coup, il y a des comédiens qui te ressemblent plus ou moins et où tu te démerdes. Par exemple, Gérard Butler, moi au départ, quand j'ai été casté, c'était Julien Kramer qui m'a mis sur lui. J'ai passé les essais, j'ai été pris, je suis content, je l'ai fait dans Tomb Raider, dans le truc. Excellent film à voir, j'adore ce film-là, c'est Que justice soit faite. Tu vas adorer ça. De l'adrénaline. Tu vas voir. Ça va t'aider à pas t'évanouir. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça se coule. J'aurais adoré le réaliser, celui-là. La thématique et tout, c'était bon pour moi un des meilleurs de Gérard Butler. Mais Gérard Butler, par exemple, pour moi, quand j'ai passé les essais, j'avais des jeunes, je me disais fou quoi, mais c'est pas pour moi. Moi, je vois un mec avec une plus grosse voix, mec qui a picolé un peu du Bourbon, quoi. Enfin, tu vois, mais on est acteur. Moi, je suis acteur, j'aime passer par des cheminements qui, tout en servant le personnage à l'image, puisque c'est sa respiration, c'est son interprétation, et en doublage, tu peux pas faire de grands écarts non plus à proposer tout et n'importe quoi et sortir de la psychologie du personnage, mais ça t'apporte énormément aussi. Parce que moi, de devoir rentrer comme ça dans la respiration de quelqu'un dont c'est pas les rythmes pour moi, dont c'est pas la tessiture, enfin, tu vois, c'est pas le... voilà, donc tu es obligé de t'adapter. Moi, j'ai des gens que j'aime beaucoup, James Nesbitt, j'adore, hein, par exemple, et Nesbitt, je comprends mais parfaitement son jeu. Et j'adore, c'est plein de subtilité, ça paraît monolithique, ça ne l'est jamais. C'était toi dans la voiture qui est arrivé devant sa maison et qui a mis 3 balles dans sa tête. Si jamais un homme mérite d'avoir la peau transpercée par un couteau, c'est bien cette ordure. Il a plein de subtilité, il a plein de folie, il est capable de faire des trucs d'un coup. Voilà, donc j'adore cet acteur. J'ai surtout adoré le faire dans la série Jekyll. Ok. Il était exceptionnel dessus. C'est une série que je vous recommande, c'est une série de la BBC. Il y a 6 épisodes juste. C'est une revisite un peu moderne de Jekyll et Hyde, et où il est donc le mec sympa et le mec pas sympa de l'autre côté. Et en fait, comme il alterne ce côté schizo d'un truc à l'autre, en fait, il s'attache. Il sait pas ce qu'il a fait la nuit d'avant parce que c'était l'autre personnage. Mais le mec, tu vois, il va s'attacher. Il se met des trucs par magnéto en disant je sais pas où t'as laissé les clés de la voiture la nuit dernière, la prochaine fois, mets-les à tel endroit. Et hop, il va devenir l'autre personnage après. Et donc il se laisse des messages et il sait pas ce que l'autre a fait quand il est devenu l'autre. C'est génial. D'accord. Si on parle un petit peu de l'animation du jeu, c'est une liberté totale. Vous avez aussi prêté votre voix à des personnages très différents, Dexter, le Marsupilami, Nermal, mais aussi le Joker à plusieurs reprises. Est-ce que l'animation vous permet d'aller plus loin que le jeu contraint du doublage live? Exactement.
Je me souviens très bien. Ouh là là, mais c'est une chose à éviter. Les souvenirs sont très dangereux. Je considère que le passé est un véritable gouffre à angoisse. Oui, la mémoire nous trahit sans cesse. C'est trop bien ce côté de liberté, on peut retrouver justement sur un personnage comme le Joker. Est-ce qu'on se lâche totalement ou alors est-ce qu'il y a au contraire une énorme pression? Zéro pression, que du kiff. C'est-à-dire qu'en fait, le Joker, moi, tu vois, c'est Fred Taïeb, qui était chez Deluxe à l'époque. C'est Fred Taïeb qui m'a proposé de faire le Joker. C'est Fred Taïeb qui m'a proposé d'écrire et de diriger dans les univers Marvel et DC. Quand on dit, tu as le fonctionnel, les choses, etc. et tout, mais si tu veux pirater, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire, qui faisait le Joker. Et surtout, on est arrivé sur un unitaire qu'on avait à faire, qui est The Killing Joke, en plus, qui est hyper emblématique pour les gens qui aiment bien les Batman, voilà, et qui connaissent. Et il y avait une chanson dessus, et on pouvait pas, ça pouvait pas être traité comme une chanson quand on les fait avec Disney. Pierre ne savait pas chanter, Pierre commençait à être un peu fatigué, et du coup, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, moi, je vois que toi pour essayer de me sauver le coup sur le truc, est-ce que tu accepterais? Et je dis, mais t'es fou, quoi. Je dis, mais oui, je dis, mais ça va jaser, quoi. Tu me files l'adaptation, tu me files la direction, tu fais le Joker, il me dit, non, mais est-ce que ça va être bien? Je dis, bah ouais, ça va être, oui, enfin, en tout cas, moi, je vais y aller à fond, quoi. Il me dit, bon, bah voilà, c'est le plus important. Moi j'ai un truc bien rigolo. Je vous le donne, c'est mon cadeau. C'est mon message pour retrouver l'espoir. Et moi, c'était un kiff, mais total. Et je suis un peu triste de plus le faire, parce que c'est vraiment un personnage qui, je pense, me collait bien, et où je pouvais vraiment apporter quelque chose, d'autant que ça matchait avec la voix de Mark Hamill, qui le faisait en ces périodes-là. Tu vois, des fois, on te demande, par exemple, quand tu allais rire et tout ça, ils veulent garder l'original. Et oui. Et sauf que du coup, là, on voit bien quand les castings sont pas terribles, parce que quand tu passes d'un coup d'une personne qui a une voix comme ça, et donc un truc qui est comme ça derrière, qui est plus grave, alors que la personne a une voix plus légère, ça fait un peu bizarre. Mais moi, ce qui était très bien avec le Joker, c'est que j'étais tout à fait capable d'aller chercher dans les éclats de voix. Et puis, tu vois, tout ce que tu as appris te sert. Moi, au conservatoire, les rires, la respiration, tout ça, tout ce que j'adore, tout ce que j'aime faire. Moi, j'étais très déçu de plus les faire, mais parce qu'il y a eu une espèce de truc débile qui a circulé en pensant que c'était moi qui avais inversé des voix, etc. et tout. Je me suis fait, moi, défoncer, alors qu'en fait, les gens, ils n'ont pas compris que je suis directeur artistique, je suis pas le client. Et tu ne peux pas décider de toi-même. Même quand tu es mis, moi, même quand j'ai été mis sur le Joker, je ne me suis pas mis sur le Joker. C'est Fred Taïeb et Deluxe qui ont proposé que je fasse le Joker et la Warner qui a dit oui. Et la Warner a validé que je les écrive. La Warner a validé que je les dirige. La Warner a proposé de changer toutes les voix. À un moment donné, voulait une uniformité au niveau du Superman. Voilà. Mais ils voulaient virer tout le monde. Ils voulaient virer et Jacomi sur Superman et Adrien sur Batman. Parce qu'en fait, ils en avaient marre que les gens s'autocastent sur des trucs et fassent 10 super-héros, 10 super méchants, et tout ça. Ce que je pouvais tout à fait comprendre. Et ça devient complexe parce qu'il y a tellement de fans derrière. Mais il faut que les fans et les gens qui aiment bien ces univers comprennent comment ça se passe aussi quand t'as des responsabilités. Il y a un côté un peu difficile parce que, par exemple, si on est fan, on a ce côté où on va vouloir essayer de reproduire et pas de s'approprier, du coup. Bah, oui, et c'est pour ça que, par exemple, quand tu fais du doublage et quand les gens veulent faire du dessin animé, ce que les gens ne voient pas, c'est la difficulté d'être la première voix qui va créer le truc. Moi, si tu me demandais de faire un Batman, je la ferais pas ni comme Adrien ni comme Jacomi, je ferais mon Batman. Mais le jeu d'acteur, que ce soit à l'image, que ce soit en doublage, c'est pareil. C'est pour ça que c'est pas si simple, hein. On dit, pour tous ceux là qui sont non-doublage VF, non, le doublage c'est juste de la lecture, c'est juste une voix, t'arrives, tu lis et voilà, ils gagnent leur vie. Non, et ce débat, moi c'est un truc qui m'énerve, le débat VO-VF m'énerve. C'est-à-dire que je trouve que les gens qui sont « ouais, non, mais VO, pas la VF », et qui disent comme ça, je vais être dur, c'est des cons. Parce qu'en fait, les deux marchent bien. Moi, j'adore voir des films en VO sous-titré, mais j'adore de très très bonne VF. Je suis pas extrémiste sur le truc comme certains qui se veulent genre hey, moi je vais tracher la VF. Non, moi je m'excuse, mais par exemple, je vais faire mon auto-promo, mais la VF de Squid Game, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit oh là là, j'avais commencé à regarder en coréen. Mais leur jeu, là, un peu excessif, ça, je suis passé sur la VF, putain, c'était vachement bien, et du coup, j'ai regardé toute la série en VF. Mais VO et VF sont tout à fait compatibles, on peut aimer les deux et regarder les deux, mais moi, quand j'ai une bonne VF, je suis content. Hein. C'est essentiel d'avoir des VF. Tu sais que les aveugles, ils regardent un film aussi, même les trucs qui sont pas en audio description obligatoirement, et les énergies qu'ils vont entendre à leur manière, le mec, s'il parle pas l'anglais, il fait comment ? Eh oui.
Rien que ça. T'es français, t'es aveugle, t'as un truc. Donc du coup, il va percevoir au travers de l'AVF toutes les émotions que l'acteur va y mettre. Et si on est fonctionnaire de l'art et qu'on vient à la barre et qu'on enquille juste du texte et qu'on n'y met rien dedans, il va pas savoir si le personnage il est petit, il est gros, il est stressé, il est dans une scène où il est en danger. Ah, tout s'entend, oui, oui. Tout s'entend, tout. Mais et tout passe par la voix. Je fais une parenthèse parce que par rapport à Squid Game, vous le disiez, vous avez été adaptateur, directeur artistique de cette série. Ça a eu un succès mondial. Vous expliquez quelque chose de passionnant, le fait de partir d'une musicalité coréenne pour créer une version française, donc crédible. Vous dites même que parfois, vous coupez le son pour reconstruire entièrement la scène. Est-ce que dans ces moments-là, vous vous sentez presque auteur ? C'est pas que je me sens presque auteur, oui. En tout cas, il faut être, je pense, pour être un bon adaptateur, il faut être un bon dialoguiste déjà. Et c'est pas uniquement, on n'est pas dans de la traduction ou même juste de l'adaptation. On est dans de l'oralité. C'est que du coup, je peux y apporter ma vision du travail qui a été fait en le respectant, mais en l'upgradant, en l'améliorant quelque part pour notre territoire. Oui. Ce que ne sait peut-être pas le créateur original. Encore une fois, on revient au truc du fonctionnariat de l'art. Moi, si c'est pour faire juste de la trad littérale, tu sais, alors souvent, tout le monde va être remplacé parce que, je veux dire, l'IA le fait très très bien. Au départ, ça tâtonnait, mais tous les traducteurs, etc., font un très bon travail. Et ça suffit pas. Là, quand on est en doublage, il faut aller mettre les mots en bouche, trouver, c'est les particularités que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est tout ça, et c'est ce qui fait le travail, ce qui fait une bonne adaptation. Et il y a ce côté aussi de défendre une culture, parce que notamment avec ce choix fort de 1, 2, 3 soleils au de Red Light, Green Light dans Squid Game, notamment c'est une question un petit peu de défendre une culture en quelque sorte dans l'adaptation. Ben moi j'ai bataillé. J'essaie de faire bien pour tout le monde. Moi je leur dis, je vais vous emmerder des fois, je vais être chieur. J'entends tout ce que vous me demandez, mais si je me bats sur quelque chose et si j'insiste, je vous jure, moi je préfère à la limite, tu vois, quand on me file un projet, je me dis si vous me le filez, c'est parce que vous me faites confiance que je vais essayer de sortir la meilleure VF possible. Donc du coup laissez-moi un maximum de liberté. Et d'ailleurs pour le casting, parce que c'est une responsabilité énorme, qu'est-ce que vous cherchez chez un comédien de doublage? Parce que je fais référence à Squid Game notamment, parce que vous racontez cette anecdote avec Constantin Papas, qui était dans le dernier épisode, vous savez immédiatement que c'est lui. Vous cherchez quoi exactement? La technique, l'instinct ou quelque chose d'encore plus difficile à définir en fait? Je suis sensible à l'humain et à l'humanité. C'est ce qui est beau ça. Voilà, et si tu veux, et à ce que dégagent les gens, à qui ils sont vraiment, donc je les écoute, j'essaie d'être une éponge, de capter qui sont les personnes. Donc du coup, ayant un certain parcours jusqu'à présent, ayant rencontré plein de gens, étant ouvert à rencontrer d'autres, je suis très attentif à qui est l'être humain qui est en face de moi, d'où il vient, de quoi il s'est nourri, de quels sont ses écorchements. Et ça me permet d'avoir une synthèse du coup de la personne. Et quand je vois arriver les personnages originaux, moi je ne caste jamais au physique. Je ne caste ni au physique, ni à la couleur de peau, ni à la religion, ni à l'appartenance sexuelle. Ouais, c'est ce que vous disiez notamment, vous pouvez mettre un blanc sur un noir ou un noir sur un blanc, c'est ce qui est super. Complètement, ou mettre, ce qui a été le cas, un coréen sur un non-coréen. Dans Anatole Yoon, qui fait un personnage qui était indien dans la première saison, ça. Et Anatole est coréen. Il m'a dit, putain, tu m'as mis sur le sol. Oui, mais parce que pour moi, il correspondait et il correspond parfaitement. Et il y a une question aussi de défi un peu. Et non, mais parce que ça fonctionne. Avec Constantin, j'aurais été terriblement malheureux si mon casting... Ils ont été super Netflix, mais ils s'attendaient pas à ce que ça cartonne comme ça. Hein. En fait, moi, on m'a proposé 3 séries, un truc sur les zombies, un truc de flic et ça. Et quand j'ai vu Squid Game, j'ai dit putain, je veux ça. J'ai dit, ce truc-là, pour moi, c'est le. Et à l'époque, il y avait la Casa des Papel qui avait cartonné. Et j'ai dit, mais non, mais ça va être c'est le Casa des Papel coréen, quoi. Si on parle un petit peu de l'avenir, Marc, la technologie, puis l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une évolution de plus importante. J'aimerais avoir votre avis, peut-être là-dessus, votre point de vue. Est-ce que vous pensez que la voix humaine peut être remplacée? Que la voix humaine, c'est là où c'est plus vaste. C'est un vaste débat. Hein. C'est que je pense qu'on peut pas se baser que sur une chose. Moi, la chose qui est claire, c'est que je suis contre le vol de données. Donc, j'estime que si, par exemple, on est capable de créer une IA qui est capable d'absorber toute donnée de création, qu'elle soit visuelle, sonore, graphique et autres, il doit y avoir une contre-IA qui, absorbant les mêmes choses, serait capable de référencer les vols, qu'est-ce qui a été emprunté, à qui, à quoi, etc. Et du coup, de rétribuer les créateurs si on a utilisé quelque chose qui leur appartient. Donc, légiférer pour redistribuer plus justement que l'IA volerait. Maintenant, l'IA en elle-même, moi je trouve que c'est un putain d'outil de dingue. Je suis pas contre.
Mais je suis contre à partir du moment où il remplace une qualité humaine, un savoir-faire, et que l'IA va effacer ce savoir-faire. Un artisan, son travail, il l'apprend à des petits stagiaires qui vont venir, et un tailleur de pierre, il va apprendre à tailler les pierres, et le gamin, il va savoir après le faire, et il va transmettre. Ça devient le patrimoine. C'est pareil pour le jeu, c'est pareil pour le chant, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour un charpentier, c'est pareil pour... Avec l'IA, une personne geek ou qui a rien fait de ses mains et qui sait rien fait de ses mains, il sait rien faire de ses mains, va rester chez soi, va appuyer sur un bouton ou mettre « j'aimerais que ce soit fait comme tel truc ». En fait, la personne n'est qu'un exécutant de choses et ça va aller chercher des choses qui existent déjà. De toute façon, voilà, on est dans une société où on est monnayable, où on est, faut avoir un intérêt. Nous, en tant qu'artistes, il faut qu'on ait un intérêt pour que les gens ils payent pour nous voir. Voilà, mais faisons-le dans le respect des uns des autres et voilà, et en essayant de ne pas écraser les uns les autres ou de s'enrichir trop sur le dos des uns des autres quand c'est démesuré. Voilà. Nous ne sommes pas des chevaux. Exactement. On fait un dernier point sur le regard sur votre parcours. Quand vous regardez votre parcours du jeune animateur radio à Marseille jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes là où vous rêviez d'être ? Je suis là où la vie m'a permis d'être. Avec la force que j'y ai mis, de conviction, d'envie, de passion. Je ne serai jamais là où j'ai envie d'être parce que j'ai encore des rêves. Donc du coup... oui, ça ne s'arrête jamais. Ben non. Mais c'est pour ça que j'ai expérimenté plein de terrains de jeux. Tu vois, par exemple, je rêvais de faire de la comédie musicale. Je n'avais jamais passé d'essai avant et tout parce que j'étais très respectueux de tous mes camarades qui sont dans la comédie musicale et qui font de la comédie musicale et dont c'est le métier. Parce qu'il y a une exigence. Le chant, c'est de l'exigence, c'est du travail tous les jours. Et puis, on n'est pas doué pour tout faire. Moi, je sais chanter, je sais que je chante bien. Et d'ailleurs, vous l'avez fait dans le Collier de Lumière à Paris en 2023. Oui, j'ai fait dans le Collier de Lumière. Et mes amis, si aujourd'hui on faisait de la pâtisserie, nous avons déjà ce qu'il faut pour faire le plus beau des gâteaux. Et attention, c'est un moment pour les enfants, pour les parents, pour s'enlacer, pour s'embrasser, pour conjuguer les verbes aimer. Je suis arrivé assez loin quand il y avait les premiers essais des producteurs avec Michalik, donc ça m'a conforté dans l'idée que ouais, j'avais peut-être une légitimité à être là, ce qui m'a amené ensuite à passer comme ça par un concours de circonstances assez hasardeux et drôles, à passer des essais pour la Cage aux Folles et être pris dans la Cage aux Folles et me retrouver à chanter au Châtelet, quoi. Alors que c'était pour moi improbable. Une dernière question, Marc. Si vous deviez résumer votre métier en une seule idée, pas une technique, ni une méthode, ni une vérité profonde, qu'est-ce que vous diriez exactement ? Résumer le métier, je vais te dire, c'est le même conseil que je donne à ma fille, qui est extrêmement douée artistiquement. Elle chante, elle danse, elle a appris le piano toute petite et elle y est venue. C'est même pas nous qui l'avons mis au piano, elle a eu envie. Dès qu'il y avait un piano, elle allait faire 3 notes et tout. Par contre, on a insisté pour qu'on voyait qu'elle était douée quand même. On a dit à un moment donné. Et du coup, voilà, elle sait lire des notes que moi je sais pas les lire. Je fais tout à l'oreille. Mais tu vois, ma fille maintenant, elle est ingénieure. Elle a fait ingénieure à Gros-Sud Dijon. Et si tu veux, elle a sa passion toujours. Elle fait de la musique à côté. Elle fait des. Et je lui ai dit, c'est ça qui est important, Eva. Quoi que tu fasses, et c'est le même conseil que j'aurais pour tout le monde, comme si vous étiez tous mes enfants. Ayez une passion, c'est la passion qui vous maintient en vie, c'est la passion qui vous fait avancer, c'est la passion qui vous permet de vous émerveiller, c'est la passion qui vous permet d'aller, de surmonter des coups durs, c'est cette passion-là de croire en ces passions. Allez vers votre passion, mais soyez conscient de qui vous êtes, de votre valeur, de jamais déjà vous minimiser, mais pas trop vous la raconter non plus. Eh bien, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous pour cette émission. C'était un honneur en tout cas de vous recevoir dans ce concept. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, je sais pas, pour la future génération, je sais pas, de comédiens, parce que je sais qu'on est beaucoup, de plus en plus en tout cas, à être là autour de ce concept. Et donc c'est toujours un plaisir. Si vous avez un dernier mot à faire passer à cette communauté. D'avoir, comme j'ai dit avant, d'avoir des exigences vis-à-vis de vous-même, de se dire qu'en fait, moi je trouve ça très respectueux. Par exemple, tu vois des parcours de mecs comme Jean-Claude Van Damme et tout ça, que le mec s'est dit, oui. Le mec, je veux atteindre un truc, si je lève la jambe là-haut et tout, que je suis bon en arts martiaux, j'aurai une place, machin. D'avoir cette intelligence-là, de dire, si je suis fort en quelque chose et que j'ai une spécificité, je vais pouvoir vivre ma passion. Parce que on sait qu'on est des produits, et on le prend ou on le prend pas. Donc, mais ce produit, il faut qu'il soit séduisant, il faut qu'il soit attractif. S'il n'est pas suffisamment attractif pour un certain nombre et faire que machin, il faut savoir où se positionner et faire que dans ce positionnement-là, tu sois heureux. Et que du coup, ton parcours, et les choses t'en soient
voilà, à hauteur. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu être une superstar. J'ai toujours voulu être dans ce métier, faire ce métier et le vivre avec passion. Donc c'est pour ça que j'ai expérimenté des tas de branches différentes de ce métier-là, que j'en ai touché du doigt certaines me passionnent plus que d'autres, donc je creuse plus que là. Je dirais le conseil, dernier mot, c'est essayer d'être heureux. Et on peut être heureux aussi juste en regardant des abeilles butiner, prendre ce temps aussi des fois, de regarder la nature, d'être dans l'observation. C'est bien aussi, ça permet de se recentrer. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous et à une prochaine peut-être. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup.